Bonjour. Athènes est composée de différentes catégories d'habitants. Il y en a qui sont citoyens, nous les découvrons ici, mais il y a beaucoup d'autres catégories qui ne sont pas citoyens. Par exemple, les esclaves, ici. Ils sont très nombreux. Certains esclaves vivent dans des conditions plutôt agréables. Ils peuvent être un esclave domestique, travailler dans une maison. Là, ils vivent auprès de leur maître. Mais certains esclaves vivent dans des conditions très difficiles. Certains maîtres peuvent être brutaux et violents. Ils peuvent travailler dans les mines, par exemple dans les mines d'argent qui existent au nord d'Athènes. Et là, ils ont des conditions de vie déplorables. Un esclave, pour un Athénien, pour un Grec, c'est un objet. C'est une marchandise que l'on peut vendre, que l'on peut acheter. C'est un outil, c'est un instrument. Les esclaves, ce sont les prisonniers, par exemple, qu'Athènes a fait à l'occasion d'une guerre, par exemple les guerres médiques ou les guerres contre une autre cité-État. On fait des prisonniers, hommes, femmes et enfants, et on en fait des esclaves. Donc un esclave, il est considéré comme inférieur tant qu'il est esclave. Il arrive parfois qu'un maître libère un esclave, il lui rend sa liberté. Et du coup, on devient un affranchi, un homme ou une femme libre. Il y a d'autres catégories de la population qui ne sont pas citoyens. Il y a les femmes et les enfants. Alors aujourd'hui, les femmes, ça nous scandalise. Bien sûr, les enfants, on se dit, ma foi, en France, par exemple, on n'est pas citoyen avant un certain âge. Avant l'âge, vous le savez, de 18 ans, avant la majorité. Les femmes ne sont pas citoyennes, elles ne sont que femmes de citoyens. On dit jamais les Athéniennes à Athènes, on dit toujours les femmes d'Athéniens. Alors elles sont quand même indispensables parce qu'elles s'occupent de la maison, elles sont sous l'autorité de leur mari, ou alors sous l'autorité de leur père, quand elles sont plus jeunes, ou sous l'autorité de leur fils, si elles viennent à perdre leur mari. Elles sont indispensables parce que, pour être citoyen, quand on est un homme, il faut avoir pour père un citoyen, athénien, et pour mère, une femme qui est née d'un citoyen. Et d'une femme, bien sûr. Voilà. Donc quand on est citoyen, on n'épouse pas n'importe quelle femme. Si on veut que ses enfants soient citoyens, il faut épouser une femme qui est fille d'un citoyen elle-même. Enfin, il y a une troisième catégorie, ceux qu'on appelle les métèques, on les voit représentés ici. Au travail, ce sont des potiers, vous voyez, ils sont en train de fabriquer des vases, de les décorer. Alors, ce sont des étrangers, les métèques, ils sont très nombreux aussi, ils vivent à Athènes, parfois ils sont citoyens d'une autre cité, de Sparte, de Thèbes, d'une autre cité, et ils viennent travailler à Athènes. Alors, ils sont quand même protégés s'ils ont des problèmes avec la justice d'Athènes, avec les dieux d'Athènes, avec tout, eh bien, un citoyen est chargé de les protéger, de les représenter. Bref, à Athènes, la majorité des habitants de la cité ne sont pas citoyens. Les citoyens sont donc une minorité. Ils ont le pouvoir de gouverner la cité, ils ont le pouvoir de voter aussi. Alors, ce schéma nous permet de savoir quels sont les pouvoirs des citoyens. Ils se réunissent ensemble, c'est ce qu'on appelle l'ecclésia, l'assemblée des citoyens. Ils ont quand même beaucoup de pouvoir. C'est eux qui votent la guerre. Par exemple contre une autre cité, par exemple contre les Perses. C'est eux qui décident de la paix. Tiens, finalement on va faire la paix avec le roi des Perses ou avec Sparte, on est d'accord. C'est eux qui font les lois aussi. Bien, donc ils ont beaucoup de pouvoir. Et puis, quand ils se réunissent à peu près 40 fois dans l'année, donc ils ne sont pas toujours réunis, donc du coup ils choisissent des personnes qui vont s'occuper d'un certain nombre de choses en leur absence. Ce sont des citoyens eux-mêmes. Parmi eux, 6000 citoyens sont choisis pour être juges pendant un an. C'est ce qu'on appelle l'ailier. 500 sont choisis pour préparer la loi. Ce qu'on appelle les bouleutes.
Et puis enfin, on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont choisies, par exemple pour s'occuper des finances, des impôts, de construire de nouveaux temples, de nouveaux bâtiments dans la cité. Bref, soit ce sont les citoyens qui décident eux-mêmes directement, soit ils choisissent d'autres citoyens qui vont décider à leur place. Bon. La manière dont on choisit les citoyens, c'est par tirage au sort. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait un peu bizarre, vous voyez. On ne va pas choisir des gens par tirage au sort, on veut choisir des gens en fonction de leurs compétences. Hein, donc on va les élire. À l'époque, c'est le tirage au sort parce que les Athéniens pensent que c'est le meilleur moyen de choisir la bonne personne. Parce que le tirage au sort, ça veut dire s'en remettre au hasard. Et le hasard, pour les Athéniens, comme pour les Grecs, ce sont les dieux. Et les dieux ne peuvent pas se tromper. Ils vont choisir la bonne personne. Ou s'ils choisissent la mauvaise personne, c'est pour se venger des Athéniens qui auraient commis quelque chose de mal. Le personnage le plus important qui est élu, à Athènes, ils sont 10, ce sont les stratèges, ils dirigent le gouvernement et l'armée. En France, il n'y a qu'une seule personne qui dirige le gouvernement et l'armée, et cette personne, elle est élue, c'est le président de la République. Alors, à Athènes, on en choisit 10 parce que les Athéniens, ils craignent quelque chose, ils ont peur que s'ils ne choisissent qu'une seule personne, cette personne va abuser de son autorité, va être on a déjà vu le mot, un homme qui a le pouvoir et qui veut le garder pour lui tout seul, va être un tyran, et c'est pour ça qu'ils en choisissent 10. Enfin, qu'est-ce qui montre qu'Athènes est bien une démocratie? Eh bien, à l'Ecclésia, on débat, on discute, on n'est pas d'accord, on le dit. Là, il y a deux groupes d'Athéniens, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ils discutent, finalement, ils vont prendre une décision au terme de ce débat. À l'Assemblée, tout le monde peut s'exprimer. On verra comment. Bon, là, il s'agit de s'exprimer pour ou contre quoi? Eh bien, la cité de Sparte exige quelque chose d'Athènes. Elle leur demande, il faut que vous ouvriez vos ports, pour que nos alliés, les habitants de Mégare, puissent faire du commerce avec vous, que vous le vouliez ou non. Donc les Athéniens se réunissent, se disent, bon, est-ce qu'on va dire oui, est-ce qu'on va dire non? Si on dit non, ça va être la guerre contre Sparte, si on dit oui, il n'y aura pas la guerre, mais on obéira à Sparte, on sera plus tout à fait libre. Bon. On nous dit qu'un personnage, un citoyen athénien, monte à la tribune, il va discuter, il va convaincre les Athéniens qu'il faut voter non. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'une grande guerre va commencer d'ailleurs entre Sparte et Athènes, qui s'appelle la guerre du Péloponnèse. Ici on a le nom de Thucydide, un historien athénien, qui a raconté cette guerre du Péloponnèse. Et là on voit très bien, on est à l'Ecclésia, là on les voit assis, les citoyens, mais on pense qu'ils étaient peut-être aussi debout. Il y a une tribune, le lieu où on peut s'exprimer, et chacun peut s'exprimer, prendre la parole. On parlera un petit peu de ce lieu juste après, et de ce qu'on aperçoit aussi à l'arrière-plan